Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. L'armée chinoise est la plus grande et la plus moderne qui ait jamais existé, a déclaré le 7 janvier dernier le général de brigade de l'US Air Force, Doug Wickert, lors d'une conférence sur les capacités militaires de Pékin. Alors, alarmisme de circonstances ou véritable constat objectif? Pour répondre à cela, je reçois Laurent Michelon. Laurent Michelon, bonjour. Bonjour Edouard. Merci d'avoir encore une fois répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes entrepreneur français en Chine, auteur de l'essai Comprendre la relation Chine-Occident et vous publiez vos analyses sur la chaîne Telegram Laurent Michelon officiel. Alors Wickert, que je viens de citer, n'est pas n'importe qui. Il dirige le 412e Test Wing, l'unité de l'US Air Force chargée de tester les nouveaux avions et de s'assurer donc que la puissance américaine demeure maîtresse du ciel. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cette tâche devient de plus en plus ardue. La puissance américaine, bien sûr, a reculé à travers le monde depuis 2 décennies et cela se traduit aussi militairement et technologiquement. En 2027, la Chine aura 12 fois plus d'avions de combat modernes que les États-Unis et le rapport sera de 5 à 3 pour les avions de chasse dits de 5e génération, c'est-à-dire d'appareils furtifs dont la conception date des années 80. Et selon d'autres sources, la marine chinoise excède déjà l'US Navy avec 370 bâtiments contre 290. Alors je vous assomme un peu de chiffres pour commencer. Mais Laurent Michelon, pourquoi et comment la Chine a-t-elle mis le paquet ? Je croyais à vrai dire que la Chine était une puissance tranquille, en tout cas elle veut le dire, mais ces chiffres nous rappellent qu'elle est une puissance navale, qu'elle revendique de nombreuses îles, Taïwan, mais aussi en mer de Chine contre les Philippines par exemple. Nous pouvons voir d'ailleurs sur cette carte des colliers d'îles différents. Laurent Michelon, je reviens à ma question, comment et pourquoi la Chine a-t-elle mis le paquet ? Pourquoi d'abord je pense qu'il faut, comme vous le dites, la Chine, qu'on pensait être une puissance tranquille, est une puissance tranquille. D'abord, il faut regarder son histoire. Ce n'est pas une puissance expansionniste. Il faut se rappeler que au XVe siècle, la Chine a sabordé sa flotte impériale avant tout le monde, avant même que Christophe Colomb découvre les Indes. Parce que la Chine avait réalisé que trop de liens avec des contrées lointaines, même si c'était pour du commerce, ça pourrait apporter beaucoup plus de problèmes que de solutions. La Chine n'a jamais eu de politique colonialiste non plus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si on revient maintenant rapidement au XXIe siècle, la Chine est entourée de bases militaires américaines. C'est ça qu'il faut constamment rappeler, c'est que les États-Unis, que ce soit les États-Unis seuls ou l'OTAN, ont plus de 800 bases militaires dans le monde hors des États-Unis, et qu'elles sont toutes concentrées autour de la Russie et de la Chine. Il suffit de voir une carte de ces bases pour voir que vraiment la politique américaine et de l'OTAN sur la question, c'est vraiment d'enfermer en fait la Chine et la Russie dans une nasse en fait de base militaire. Sur sa façade orientale, la Chine, il y a la mer de Chine du Sud, dont on entend souvent parler dans les médias. Là, ce qu'il faut voir, c'est que les États-Unis patrouillent en permanence dans cette zone-là. Donc, on imagine, la distance qui les sépare des États-Unis, et que c'est fait au nom de la protection de la liberté de navigation, qui n'est menacée par personne. On peut imaginer le contraire. Si la Chine, dans une coalition avec l'Iran, avec la Russie, avec le Venezuela, faisait patrouiller des destroyers, des avions entre Cuba et la Floride, on peut imaginer la réaction que ça aurait, surtout si c'était fait au nom de la liberté de navigation. Ce serait aussi risible que ça, mais sauf que en Asie de l'Est, c'est une réalité. Les patrouilles, qu'elles soient maritimes ou aériennes, ont lieu de façon hebdomadaire dans cette région-là. Et donc la Chine, forcément, se raidit sur la question. Il faut se rappeler également que, et ça, on ne peut pas le savoir si on est enfermé en fait dans le mensonge en fait des médias occidentaux sur la question. Il faut se rappeler que Xi Jinping avait proposé au président Obama la démilitarisation totale de la mer de Chine du Sud. Ça a été refusé. Alors cette anecdote entre guillemets a été rapportée par l'ambassadeur de Chine américain à l'époque aux États-Unis, Stapleton Roy, qui en a parlé dans un certain nombre d'ouvrages. C'était aussi également dans les archives du State Department américain. Les Américains ont refusé en fait la démilitarisation, ce qui est une énorme erreur parce que c'était vraiment démilitariser une zone à la porte de la Chine. La Chine était prête à faire ce cadeau aux États-Unis. Ça n'a pas été pris. Les États-Unis ont repris de plus belle leur patrouille dans la région.
Bon, à contrario, la Chine n'a pas sabordé sa flotte à l'heure actuelle en 2024. Non, pas maintenant. Mais là aussi, vous avez donné des chiffres, c'est très intéressant. Je parlais des bases tout à l'heure, en parlant par exemple des porte-avions. Il y a 50 porte-avions en service dans le monde, il y en a 3 qui sont chinois. Il y en a 11 américains, il y a les Français, il y a les Américains, les Italiens, les Espagnols. En fait, on voit que tous les pays de l'OTAN, en fait, c'est la grande majorité des porte-avions dans le monde. La Chine en a 3, dont un qui vient d'entrer en service. Il y en a un 4e en construction. C'est pas quelque chose qui va menacer l'équilibre du monde. Par contre, on voit que c'est une flotte qui va être destinée à la protection en fait des intérêts chinois immédiatement sur les marches de la Chine. Voilà. Pour l'instant, on ne peut pas faire de procès d'intention à la Chine de dire qu'elle a des volontés expansionnistes. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la volonté pour la Chine de se défendre dans ce qu'elle considère comme étant son précaré ou son arrière-cour. Aucune puissance ne dispose pour l'heure d'avions de combat de 6e génération. Les États-Unis ont un programme, domination aérienne de la prochaine génération, si l'on le traduit. Il vise à remplacer à l'horizon 2030 le F-22 Raptor, mais ce programme a été suspendu à l'automne 2024, semble-t-il pour des raisons budgétaires. La France et l'Allemagne, et aussi l'Espagne, espèrent quant à elles se doter d'un SCAF opérationnel à l'horizon 2024. Mais côté chinois, des photos d'un aéronef de 6e génération sont apparues à la fin du mois de décembre sur la toile. On voit cet aéronef survoler en plein jour une région chinoise. Il y a quand même une offensive à minima technologique de la part de Pékin. Alors oui, là aussi, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'expressions utilisées à tort et à travers dans les médias, de parler de 6e génération. C'est un peu prématuré. D'abord, ça n'est pas défini précisément qu'est-ce que c'est qu'un aéronef de 6e génération. Il y a des indications qui ont été données dans certaines publications militaires occidentales sur une super furtivité, l'utilisation d'armes, on va dire du type laser, de certaines choses comme ça, mais ça n'a pas vraiment été défini. Aussi une certaine altitude, d'être capable de dépasser la vitesse du son sans passer en post-combustion. Mais tout ça, ça reste très théorique. Il faudrait plutôt parler d'un 5,5 une génération 5,5 pour cet aéronef-là. Effectivement, le fait qu'il ait été montré en plein jour au-dessus de la ville de Chengdu, c'est assez bizarre. À mon avis, c'est un coup de marketing, un coup de marketing de la part de la Chine, de dire voilà, on continue à faire de la recherche dans ce. Moi, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je fais un peu de publicité, Valise Diplo, ma chaîne sur YouTube. J'ai fait une vidéo en direct du salon de l'aéronautique de Zhuhai où j'ai présenté un autre prototype soi-disant de 6e génération qui a l'air assez futuristique, qui peut aller rentrer dans la stratosphère et redescendre à des altitudes d'attaque. Tout ça, ça reste du domaine du prototype, même de la maquette souvent, plus d'autres choses. Là, on a vu effectivement un avion qui vole, mais on n'a aucune information sur ses performances techniques, sur ses performances, sur quel type d'armement il va embarquer. Donc, je pense que c'est un coup de marketing chinois pour montrer un petit peu aux États-Unis qu'il continue d'avancer malgré toutes les sanctions nord-américaines sur la technologie, parce qu'il faut bien voir qu'il n'y a pas qu'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, c'est également une guerre technologique où les États-Unis et l'Occident derrière, qui n'a pas trop le choix, en fait, essaye d'interdire à la Chine l'accès à toutes des technologies qui lui permettraient justement de développer des armements ou d'autres technologies. Vous pensez que le secteur de la défense, l'industrie de la défense chinoise, ne souffre pas de ces sanctions ? Non, parce que on voit que les sanctions pour l'instant sont beaucoup sur des semi-conducteurs de très petite nanométrie, donc il n'y a pas besoin dans l'armement parce qu'il y a assez de place pour avoir des processeurs un peu plus gros. Mais effectivement, on va dire la Chine veut montrer en fait à l'Occident et au reste du monde qu'elle reste un acteur capable de rattraper son retard en fait sur les États-Unis. Et c'est bien là c'est ce qu'il faut voir, c'est vraiment la tentative des États-Unis d'empêcher la Chine de rattraper son retard. La Chine a de la chance, le programme américain du F-35 est une catastrophe, donc on va dire si les États-Unis prennent du retard, maintenant commencent à prendre du retard sur leur supériorité aérienne, c'est plus de leur faute à eux que de la faute de la Chine. Mais la Chine, voilà, comme elle connaît toutes les sanctions auxquelles elle est soumise dans le civil, il est évident que dans le militaire, ce sera encore pire, et donc elle essaie de se développer de façon autonome. La République populaire de Chine serait, je cite encore le DoD, le département américain de la défense, la seule concurrente des États-Unis avec l'intention, et de plus en plus, il le souligne, la capacité de remodeler l'ordre international. Y a-t-il quand même cette intention, cette capacité technique, on le comprend,
qui lui permettrait de remodeler l'ordre international. Il faudrait définir qu'est-ce que c'est que remodeler l'ordre international. C'est vrai que utiliser ce type de vocable, c'est assez inquiétant, on va dire, parce qu'on a l'impression qu'une puissance asiatique lointaine qui essaie de changer notre mode de vie et notre mode de fonctionnement. Par exemple, c'est un discours qui est assumé de la part des autorités chinoises avec les BRICS+. Est-ce que c'est un argument qui est copié-collé, calqué dans le domaine militaire, industriel ? Je ne crois pas que c'est une tentative de remodeler l'ordre mondial, je pense que c'est une tentative de proposer une alternative. On sait que la Chine est très impliquée dans la procédure de réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, que ça n'avance pas par tous les blocages que lui impose l'Occident. Quand la Chine demande à une plus grande équité dans la représentativité du Sud global au Conseil de sécurité des Nations Unies, on lui propose l'Allemagne, le Japon ou la Corée en permanence, qui ne sont pas des États du Sud global. Donc la Chine se rend compte qu'elle n'arrive pas à rendre le système global plus égalitaire, parce qu'il faut bien savoir que le système, toutes les institutions de Bretton Woods ont été développées par l'Occident, pour le bénéfice de l'Occident. Ça serait naïf de penser que ça a été développé pour le bien de l'humanité. Donc la Chine se rend compte que ce système n'est pas réformable, et donc avec la Russie, avec d'autres pays du Sud global, elle développe des alternatives, les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, les nouvelles routes de la soie, qui donc propose une alternative au Sud global, et également s'est ouvert aux pays occidentaux qui souhaiteraient les rejoindre. Et on voit effectivement que la liste d'attente est très très longue, notamment pour les BRICS. Et récemment, on voit que des pays comme l'Indonésie viennent d'y entrer. Et c'est ce qui, à mon avis, fait peur on va dire, à l'hégémon anglo-américain, comme je l'appelle, et malheureusement à des pays suivistes comme la France, qui effectivement se voient un petit peu, on va dire, perdre de leur importance géopolitique, parce qu'il y a maintenant une alternative et que le Sud global se penche plutôt de ce côté-là. Vous évoquez l'hégémon américain, Laurent Michelon, revenons-en à celui-ci, parce que j'ai une citation du DoD, encore une fois, du département américain de la Défense, publiée le 15 décembre dernier dans son rapport « Les développements militaires et sécuritaires », adressé donc au Congrès. Le DoD estime que les capacités militaires chinoises qui se développent lui permettent des projections au-delà de la première chaîne d'îles. Vous avez peut-être des choses à dire sur ce concept de première chaîne d'îles, Laurent Michelon. Et puis, le 10 janvier dernier, le média anglo-saxon Naval News publiait les photos de la construction de barges d'assaut dans le port de Guangzhou, dans le sud de la Chine donc. Ces barges d'assaut mesurent 120 mètres de long et seraient parfaitement adaptées pour une invasion de Taïwan, dit Naval News. Nous voyons donc les photos. En 2021, le commandant en chef des forces américaines du Pacifique, l'américain Phil Davidson, estimait probable une invasion, dit-il, de Taïwan dans les 6 prochaines années. Il le disait en 2021. Nous sommes en 2025, 2027, c'est dans 2 ans. Une probabilité ? Alors là aussi, effectivement, est intéressant de voir que les Américains connaissent déjà la date d'une confrontation avec la Chine, sans que la Chine n'ait jamais parlé d'invasion de Taïwan. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. On voit qu'il y a un programme américain, effectivement, de militarisation de Taïwan. Ça, c'est disponible dans tous les médias de masse. On voit que Taïwan est en train de devenir une poudrière. Les États-Unis ont déclaré que Taïwan serait leur stock d'armes pour toute l'Asie. Quelque chose aussi qui passe complètement sous le radar des médias occidentaux, c'est que Taïwan, depuis 2024, bénéficie, entre guillemets, du même programme en anglais qui s'appelle Lend-Lease. C'est donc de prêt et de leasing, en fait, pour des armes, et qui, en fait, c'est le même programme dont bénéficiait toujours l'Ukraine jusqu'à présent, et qui, en fait, impose globalement aux autorités taïwanaises d'acheter. Donc ils reçoivent des bons d'achat en fait en prêt à valeur de, je crois que c'est plus de 12 milliards de dollars américains, pour acheter du matériel militaire américain qu'ils sont obligés de renouveler tous les 12 ans. Donc c'est une militarisation forcée de l'île de Taïwan. Donc tout ça sont des initiatives américaines. C'est pas du tout quelque chose qui est
demandé par la population taïwanaise. On voit que la semaine dernière, il y a eu une manifestation à Taipei, là encore, dont les médias occidentaux n'ont absolument pas parlé, d'opposition au gouvernement en place, au gouvernement séparatiste en place. Plus de 150 000 personnes dans les rues. Personne n'en a parlé en Occident. Alors que quand il y a une petite manifestation anti-chinoise à Taipei qui réunit 50 000 personnes, là, par contre, on en entend parler partout. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que cette militarisation de Taïwan, mais pas seulement de Taïwan, de la Corée du Sud, du Japon, Taïwan vient de recevoir ses missiles HIMARS. Donc là encore, on voit qu'on franchit un pas, puisque ce sont des missiles à moyenne portée. Le Japon vient d'acheter des Tomahawk. Les Philippines viennent d'ouvrir une dizaine de bases supplémentaires aux Américains et sont également engagés à acheter des stocks d'armes faramineux. Donc tout ça est orienté vers une confrontation avec la Chine, quelque chose qui va être complètement, on va dire, au détriment de ces pays qui sont voisins de la Chine. Vous dénoncez une course aux armements dans la région. Une course aux armements qui est provoquée par les États-Unis et qui donc la Chine, en réaction, effectivement, s'arme. Et vous parlez de cette barge de débarquement, je crois que c'est le projet H076, quelque chose comme ça. Et effectivement, la Chine est obligée de se préparer à ce type de scénario. On dit que c'est destiné à une invasion de Taïwan. Moi, je ne le pense pas, personnellement. On le sait. Alors à qui donc? Les Philippines sont aussi une poudrière Une barge amphibie, qu'est-ce que c'est? C'est un porte-hélicoptère et un porte-drone. Donc, je sais pas, est-ce que l'Angleterre en a aussi? La France en a aussi? Est-ce qu'on a l'intention d'aller envahir des voisins? Je ne le sais pas. Mais le fait que la Chine s'arme de la même façon que les pays occidentaux, ce qui est intéressant, c'est qu'on attribue toujours à la Chine des intentions maléfiques, alors qu'elle ne fait que développer du matériel qu'on a déjà, nous, depuis des années. Donc, quelles sont les intentions de la Chine? Je ne le sais pas, contrairement aux journalistes qui, eux non plus, ne le savent pas, mais lui feront des procès d'intention. Moi, je ne dis pas que je sais ce qu'elle va faire. Ce que je sais, c'est que la Chine s'arme de la même façon et qu'elle est toujours très, très en retard par rapport aux nations occidentales qui lui cherchent, on va dire, des poux dans la tonsure dans son arrière-cour. Il faut toujours se rappeler que la Chine n'a jamais l'intention de dépasser cette première ligne, en fait, dont vous parlez, cette première ligne d'îles. Voilà, qui sont en fait, là aussi, une île qui a été délimitée par les États-Unis et qui sont en fait les Kurils, les Ryukyu, le Japon, Taïwan, les Philippines, jusqu'à Bornéo. Et ça, c'est la ligne dans laquelle les États-Unis souhaitent en fait cantonner la Chine, l'empêcher de sortir. Voilà. Et la deuxième ligne, c'est Guam, c'est les îles Mariannes. Et il faut rappeler là aussi que les États-Unis viennent de rouvrir... Territoire américain. Il faut se rappeler que les États-Unis viennent de rouvrir l'aérodrome Tinian dans les îles Marshall du Nord, qui est l'aérodrome d'où a décollé les 2 bombardiers qui ont atomisé le Japon. Voilà, cet aérodrome est en train d'être étendu. Donc, est-ce que c'est la Chine qui est en train de remilitariser la région, ou est-ce que ce sont les États-Unis qui le font en premier et la Chine qui répond? Voilà, question ouverte. Alors, la Chine est dotée désormais du 2e budget militaire au monde, 220 milliards d'euros en 2024, une hausse de 7,2%. Dans certains pays, je pense à la Russie, l'augmentation du budget s'accompagne d'une militarisation du pays, d'un attrait de l'industrie militaire dans ce pays-là. Y a-t-il quelque chose de comparable ou d'analogue en Chine? Sentez-vous un attrait, par exemple, pour l'industrie de la défense dans les sociétés chinoises? Dans la société chinoise? Oui, tout à fait. Oui, on va dire la population chinoise, surtout masculine, a toujours eu un fort intérêt dans des sites comparatifs en fait entre les forces armées américaines et chinoises, puisque justement ce discours assez anxiogène de potentialité d'un conflit entre la Chine et les États-Unis est constamment articulé dans les médias occidentaux. Donc forcément, ça pousse les Chinois à se dire mais est-ce qu'on est bien positionné dans un tel scénario? Donc effectivement, il y a un certain intérêt pour, on va dire, la compétition militaire. Je pense que le fait que la Chine redevienne une grande puissance, la grande puissance qu'elle était, il faut se rappeler, au XVIIIe siècle, avant les guerres de l'opium, la Chine était la première puissance économique mondiale. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché on va dire, l'intérêt de l'hégémon anglo-américain, enfin anglais à l'époque, pour la Chine, avec les traités inégaux, les guerres de l'opium. Et donc la Chine est en train de retrouver cette position-là, et donc forcément un pays qui est souverain, un pays qui n'a pas d'armée ou une armée qui n'est pas capable de défendre son pays, c'est pas un pays souverain. Or la Chine est un pays qui mais au même titre que beaucoup d'États asiatiques, notamment le Japon, l'Indonésie, sont des États qui ont
à cœur leur souveraineté. Alors malheureusement, le Japon ne l'est plus, mais la Chine, justement, essaierait de s'empêcher un destin à la japonaise, un destin à la coréenne, qui sont des pays dont le nationalisme n'est plus qu'en fait une espèce de folklore dans les sites internet pro-nationalistes rageurs, mais qui n'ont pas les moyens de se défendre. La Chine, elle, a réussi à garder sa souveraineté depuis 1949 et elle a l'intention de continuer comme ça. Donc forcément, on va dire la compétition militaire est d'une importance majeure, mais là, il faut toujours le rappeler, c'est une conséquence des provocations de l'hégémon anglo-américain. La Chine, comme je le disais, il y a quelques années, a proposé la démilitarisation de la mer de Chine du Sud. Ça a été refusé par les États-Unis parce que s'ils avaient accepté, il n'y avait plus de diabolisation possible de la Chine. Et c'est moins intéressant pour l'industrie militaire, bien sûr, aussi. En plus. Alors, en Europe, depuis bientôt 3 ans, nous sommes malheureusement frappés par le conflit ukrainien qui a fait réapparaître la guerre conventionnelle dans notre esprit. Après, bien sûr, 2 décennies de conflits antiterroristes dont les modalités de lutte du fort au faible sont complètement différentes. Les drones, les missiles hypersoniques, la guerre de tranchées, les sièges de ville sont les éléments les plus marquants de ce conflit dans nos esprits. Les Chinois, qui sont accusés d'aider la Russie et qui ont été sanctionnés pour cela par les Occidentaux, ont-ils aussi tiré des enseignements de cette guerre ? Alors, je n'ai pas la prétention de connaître les conclusions des études des forces armées chinoises sur le conflit ukrainien. Ce qui est sûr, c'est que la question est suivie de très près. Il n'y a pas de parallèle vraiment, on va dire, pertinent avec la question de Taïwan. La Chine l'a répété à plusieurs reprises. Elle a dit la question taïwanaise est complètement différente parce qu'elle considère que Taïwan est de toute façon une partie intégrante de la Chine dont il n'y a pas à discuter. Mais par contre, d'un point de vue stratégique, il est certain que Taïwan ou les Philippines ont à craindre d'être utilisés à des mêmes fins que l'Ukraine. La Chine, est-ce qu'elle a tiré des leçons de ça ? Il est certain que sa coopération avec la Russie va lui permettre de tirer un certain nombre d'enseignements. Après, pour répondre à votre question, est-ce que... Vous croyez à cette alliance pérenne entre Pékin et Moscou ? Pérenne, oui, mais on va dire à géométrie variable. Il se trouve que ils le disent des 2 côtés, aussi bien Poutine que Xi Jinping disent que la relation est à un niveau jamais atteint dans l'histoire des 2 pays auparavant. Il faut savoir que ces 2 pays qui n'étaient pas particulièrement amis jusque dans les années 80-90, même c'était même assez hostile dans les années 60. Il faut se rappeler de la mauvaise relation entre Mao et Khrouchtchev. Il y a eu énormément de conflits territoriaux entre les 2 pays. C'est des pays qui se regardaient un petit peu en chien de faïence. Là, il se trouve que, on va dire les dérapages ou les provocations insensées de l'hégémon anglo-américain les ont poussés effectivement dans les bras l'un de l'autre, et en fait a réussi à ce que Brzezinski appelait le cauchemar des États-Unis, c'était d'avoir la Russie, la Chine et l'Iran qui se coaliseraient de facto contre l'Occident, même si il faut se rappeler que la Chine et la Russie disent bien on ne fait pas. D'abord, nous ne sommes pas une alliance comme l'OTAN peut l'être. 2, ça n'est pas, que ce soit les BRICS ou l'Organisation de coopération de Shanghai, ça n'est pas dirigé contre l'Occident. C'est un système alternatif, mais il se peut très bien que si la tension, on va dire, est diffusée, si la guerre en Ukraine s'arrête, que un certain nombre de provocations américaines cessent sous la nouvelle administration Trump, il se peut très bien que la relation se détende à nouveau entre la Russie et la Chine. Elle reste forte de façon économique, mais elle n'est pas très forte en termes d'échange de personnes. Trump vient tout juste d'entrer dans le bureau ovale. Le conflit en Ukraine pourrait trouver une issue, je parle donc au conditionnel. Mais alors, dans ce cas-là, craignez-vous, Laurent Michelon, de nouvelles tensions entre Pékin et Washington ? Washington réorientant donc son intention, comme elle le dit ou l'annonce depuis au moins une décennie, donc vers la Chine. Alors effectivement, la nouvelle administration Trump peut nous porter à nous inquiéter, parce qu'on voit notamment le Marco Rubio, le nouveau directeur du State Department. C'est quelqu'un qui est connu comme étant un anti-chinois rabique. C'est un des premiers membres de l'IPAC, l'Alliance interparlementaire sur la Chine, qui est une espèce de
blob financé par George Soros, le National Endowment for Democracy qui est la CIA, plus d'autres entités comme ça. C'est quelqu'un qui vient de ce marais-là, de ce marécage-là, et donc effectivement on peut s'en inquiéter. Après, il faut savoir que Donald Trump n'est pas quelqu'un qui écoute forcément ses conseillers. Ça lui a été reproché dans sa première administration. Ça sera peut-être encore le cas ici. Ce que je pense actuellement, c'est qu'il met sur le devant de la scène des gens qui sont réputés pour être assez anti-chinois, mais ce qu'il cherche à atteindre, en fait, c'est une position de négociation avec la Chine, parce que pour l'instant, il n'a pas de position de négociation avec la Chine. Voilà. Et donc, je pense que toutes ces questions d'acheter ou d'envahir le Groenland, le Panama et tout ça, ce sont des choses qui sont faites pour créer un petit peu la panique en Russie et en Chine, et puis arriver le 20 janvier à une position de négociation avec Pékin. Et je pense que son objectif à lui n'est pas une confrontation avec la Chine, mais c'est plutôt de réussir d'une façon ou d'une autre à tordre le bras à la Chine pour réindustrialiser les États-Unis jusqu'à un certain point, notamment par des transferts de technologie. Voilà, ça c'est ce que je pense, et donc je suis assez, en fait, finalement, optimiste sur l'issue de l'arrivée de Trump au pouvoir. Il va y avoir, à mon avis, beaucoup de remous dans les premiers mois, mais c'est vraiment pour arriver à une position de négociation, sachant que les États-Unis et la Russie auraient tout à gagner, tous les deux, d'être des moteurs de développement, des moteurs de croissance du monde. On est mieux avec deux moteurs qu'avec un seul. Alors, le temps presse malheureusement. Nous pourrions évoquer les affaires de corruption dans l'armée chinoise. Je vais citer Xi Jinping. L'armée doit lutter contre la corruption pour garantir la loyauté, la pureté et la fiabilité absolue de la force. Si l'on en croit le DoD, encore une fois, pour jouer l'avocat du diable, c'est un frein à la modernisation des capacités militaires chinoises. Oui, c'est sûr, on le voit, et d'ailleurs le gouvernement chinois ne s'en cache pas. Il suffit de lire la presse chinoise toutes les semaines, on voit l'arrestation d'un haut dirigeant, que ce soit dans l'armée ou dans l'administration. Donc c'est quelque chose que le gouvernement chinois combat assidûment depuis 2014. La campagne anti-corruption a commencé en 2014, et là, 10 ans plus tard, on est toujours en train de trouver des gens comme ça corrompus, notamment dans l'armée. On a vu qu'il y a un certain nombre dans la diplomatie, il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été démis de leurs fonctions. Il faut savoir qu'en Chine, il y a le même problème qu'il y avait en Russie dans l'immédiate, pendant les années Eltsine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie de la population qu'on peut qualifier de libérale, de pro-occidentale, et qui sont des gens dont l'allégeance n'est pas totale à la Chine. Et voilà. Bon, après, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties dans les médias, mais dont on ne connaît jamais la fin, parce que il faut que ça reste discret. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement chinois lutte du mieux qu'il peut contre l'influence occidentale, l'entrisme occidental dont est victime la Chine, de la même façon que la Russie l'était avant que Poutine prenne les rênes du pouvoir. On a le sentiment, si l'on revient encore une fois à l'armée chinoise, qu'il y a un manque d'expérience de combat. C'est ce qui revient sans cesse dans les rapports américains, etc. Voyez-vous ce talon d'Achille ? Oui, potentiellement, oui. Mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'on dit la Chine est une menace militaire pour le monde, mais en même temps, elle a aucune expérience de combat, et donc là, on revient en fait à une position un petit peu condescendante en disant de toute façon, ils ont beau avoir des millions de soldats et ça, ils savent pas se battre, ils se sont jamais battus, et voilà. Bon, donc il faudrait savoir, la Chine c'est un danger ou c'est une armée dont on peut ricaner. Voilà. Effectivement, la Chine a eu quelques escarmouches frontalières avec l'Inde, avec le Vietnam, la Russie, la Corée du Nord. Il faut se rappeler que la Corée du Nord, c'était le champ de bataille entre les États-Unis et la Chine. C'était rien à voir avec la Corée finalement. Donc la Chine, effectivement, n'a pas une expérience sur le terrain dont jouit la Russie maintenant avec l'Ukraine. Je pense pas qu'elle soit à la recherche de travaux pratiques de cette sorte-là. Mais bon, on voit que d'un point de vue technologique, avec les missiles hypersoniques, avec les drones, dont elle est vraiment, le manufacturier principal avec la Russie sur la planète, je pense qu'elle n'est pas une expérience de combat conventionnelle, n'est pas forcément un talon d'Achille, parce qu'on voit que la guerre est en train d'évoluer, et que même des avions, comme on parle du J-36 ou des choses comme ça, c'est peut-être plus aussi important maintenant que ça l'était il y a 10-15 ans. Maintenant, on est vraiment dans l'ère du drone, dans l'ère de l'avion sans pilote. D'ailleurs, le J-36 a la possibilité d'être sans pilote.
ou d'agir en centre de commande pour des avions sans pilote. Donc je pense que l'absence je me répète, mais l'absence d'expérience de combat conventionnel pour la Chine n'est pas un talent d'Achille, parce que la technologie évolue tellement vite que je pense que c'est plutôt le déficit de pays occidentaux sur les nouvelles technologies qui pourrait créer un problème sur le champ de bataille. Un problème sur le champ de bataille, eh bien ce sera le mot de la fin. Laurent Michelon, merci encore d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Merci et bonne soirée à tous.